Bonjour à tous les secondes A, et donc bienvenue dans ce cours du mardi, on est le 6 maintenant, le 6 avril, concernant toujours le modèle britannique et son influence. Alors, dans les cours qui ont précédé notre mise en confinement, nous avions mis en avant l'affirmation du Parlement par rapport au pouvoir royal incarné par Charles Ier, Charles II, Jacques II, et nous avions évoqué notamment bien la première révolution anglaise, avec notamment le procès et l'exécution de Charles Ier, puis également le texte de l'habeas corpus imposé à Jacques II, à Charles II, pardon, excusez-moi, à Charles II, à la suite, encore une fois, d'une lutte entre le Parlement et le pouvoir royal. Donc le dernier point qui nous reste à voir pour boucler, j'allais dire, cette lutte Parlement-Roi, c'est le phénomène dit de la glorieuse révolution, qui va opposer d'un côté le roi Jacques II et sa fille Marie, qui en subira les conséquences, et une fois de plus le Parlement. Pour étudier ce phénomène et bien comprendre ce qui est en jeu dans la répartition des pouvoirs, nous allons utiliser donc le livre, alors moi évidemment la version numérique, à la page 201, donc une révolution institutionnelle, le Bill of Rights. Alors vous avez trois documents dans ce petit corpus, donc Guillaume III et Marie II que vous voyez ici, alors je peux agrandir, donc théoriquement ça fonctionne bien. Donc Marie II qui sera la fille de Jacques II, d'accord, donc le roi Stuart, et Georges III, nous reviendrons dessus, son mari qui récupérera la couronne grâce à son mariage. Nous avons également le Bill of Rights, donc ce texte qui va être adopté à l'issue de la Glorieuse Révolution et qui inspirera évidemment, on verra ensuite les voisins. Et puis ici, le regard de l'historien, son analyse, donc avec un bilan sur donc, ces événements de la Glorieuse Révolution. Alors, vous avez toute une série de questions qui est placée en bas à droite et qu'on va un petit peu voir ensemble. Donc, vous avez trois blocs de questions. Le contexte historique, puisque c'est vrai que ce sont des éléments peu connus sur la Révolution britannique. Donc, évidemment, vous n'êtes pas des spécialistes, et donc il est nécessaire de bien suivre le fil avec Charles Ier, Charles II, Jacques II, c'est un peu compliqué. Donc on va définir le contexte. Ensuite, nous confronterons la source, donc le Bill of Rights, le texte en lui-même à ce contexte, pour bien comprendre évidemment la portée de ce document, et notamment cette portée politique sur cette nouvelle avancée dans les pouvoirs du Parlement. Et puis ensuite, évidemment, l'historien fait son travail d'historien, il interprétera la source. Alors, on nous demande dans un premier temps donc de décrire le contexte politique des années 1688 et 1689. Alors, on nous dit ici, en 1688, une nouvelle révolution chassa Jacques II du trône. La noblesse anglaise fait alors adopter un texte, le Bill of Rights, qui impose un régime parlementaire. Alors, le contexte de ces années 1688-1689, c'est donc cette révolution. La réponse était à trouver ici, avec la fuite de Jacques II, qui est le successeur de Charles II, lui-même le fils de Charles Ier. Donc, c'est le petit-fils de Charles Ier, le fameux roi décapité. Et puis, l'avènement de sa fille Marie, Marie II, qui épouse Guillaume d'Orange, qui deviendra roi sous le nom de Guillaume III. Alors Guillaume d'Orange, bon, ça peut faire sourire, mais la principauté d'Orange, c'est une principauté qui est aujourd'hui aux Pays-Bas. Nous avons donc affaire là à une nouvelle branche, évidemment royale britannique, qui va monter sur le trône, une branche qu'on dirait aujourd'hui germanique. Donc voilà le contexte. Une révolution qui chasse Jacques II, qui tentait encore une fois de mettre en place des éléments absolutistes, et le Parlement autorise, j'allais dire, Marie et son mari, Guillaume, à prendre la place du roi en fuite, mais à une condition, évidemment, c'est l'adoption de ce Bill of Rights. Donc c'est le sens de la question 2, quel rôle joue exactement le Parlement dans cette période troublée? Eh bien, le Parlement offre cette couronne à Guillaume et à Marie, légitime évidemment leur trône, bien sûr, en échange de l'acceptation pour eux qu'une partie de leur pouvoir soit transférée aux deux chambres, je rappelle, Chambre des Lords héréditaire, Chambre des communes élue au suffrage censitaire. Donc,
Quel est donc ce texte, ce fameux Bill of Rights, hein, texte des droits, oui, on pourrait dire texte des droits. Donc, on va travailler sur le document lui-même, expliquer quels sont les nouveaux pouvoirs du Parlement. Alors, on va s'y confronter directement. Donc, 5 articles qui sont proposés. Donc, on voit tout de suite que le pouvoir royal est renié. Le roi pouvait suspendre les lois ou l'exécution des lois sans le consentement, c'est terminé. Donc, le pouvoir législatif est entièrement entre les mains du Parlement. On peut parler de monopole. C'est donc bien cet article ici que vous avez là. J'ai mal souligné, je m'excuse. Essayez de le faire bien. Voilà. Là, on voit premier pouvoir, décidément. Voilà, premier ici, voilà, prétendu pouvoir. Donc, monopole pour le pouvoir législatif. Ensuite, lever d'impôts, impossible sans le consentement du Parlement. Lever et entretien d'une armée, impossible sans le consentement du Parlement, le voilà. Évidemment. Donc, 2 éléments importants. Le Parlement sera seul à décider de la levée des impôts, puis le Parlement sera également en mesure de contrôler la force militaire de la monarchie, puisqu'il est le seul à décider de la nécessité d'une armée en temps de paix. Hein, évidemment, en temps de paix. En temps de guerre, il est bien évident que le roi, hein, c'est dur à... Bon, c'est pas grave, on le voit ici, en temps de paix. Donc, c'est évidemment toute une batterie hein, de pouvoirs, on peut le voir, hein, on revient à la question. Donc, les nouveaux pouvoirs du Parlement, des pouvoirs au niveau des impôts et de l'armée. Les obligations du roi envers le Parlement. Eh bien là, encore une fois, le pouvoir du roi est renié, puisque nous avons élection des membres du Parlement libre. Donc le roi ne peut évidemment interférer. Liberté de parole, des débats et des procédures au sein du Parlement ne peut être entravée en dehors, évidemment, de la volonté même du Parlement. Et puis, le Parlement doit être réuni. Ce n'est plus le roi qui décide de réunir le Parlement, c'est le Parlement qui décide de se réunir. Donc, pour résumer, pour répondre à la question ici posée des obligations du roi envers le Parlement, eh bien, le roi est contraint de le réunir fréquemment, ce Parlement, et de l'associer à toutes les décisions, qu'elles soient législatives ou fiscales. On le voit bien hein, ici. Hein, donc, amendement, affermissement, observation des lois. Donc, le roi est finalement à la merci, on peut le dire, du Parlement désormais. Alors, ça, ce sont les éléments que l'on tire directement du texte. Le travail de l'historien, bien sûr, est de l'interpréter à l'aune du contexte et de ce que l'on sait évidemment de la période. Donc, 2 questions vous sont posées. Décrivez ce qui, selon l'historien, fait la principale force du Parlement, après l'acceptation du Bill of Rights, bon, ça paraît assez évident, et expliquez pourquoi l'expérience politique anglaise est à contre-courant de ce qui se passait en Europe. Évidemment, j'imagine que vous avez tous compris qu'on va comparer avec le chapitre précédent et la monarchie absolue de type Bourbon, hein, Louis XIV ou Louis XIII. Alors, évidemment, on va utiliser l'interprétation, et si l'on regarde bien, c'est que le Parlement, lui, est évidemment toujours présent. On le voit bien, puisque le Parlement décide évidemment quand il se réunit, décide des sujets qu'il va traiter. On peut dire donc que le Parlement n'est plus convoqué selon le bon plaisir du roi, et le roi ne peut se passer du Parlement pour diriger le pays, puisque le Parlement contrôle les impôts, la force armée en temps de paix, donc le gouvernement du pays. Donc évidemment, ce texte du Bill of Rights donne au Parlement des pouvoirs énormes et rogne énormément ceux du roi. Enfin, pourquoi à contre-courant? Eh bien évidemment, on voit dans le texte ici, en Europe, où les souverains tendaient à concentrer le pouvoir entre leurs mains et cherchaient à se passer d'institutions représentatives. Et là, c'est complètement le contraire, puisque en France, avec l'absolutisme, évidemment, le roi concentre tous les pouvoirs. En France, il n'y a pas d'assemblée représentative. Hein. Le Parlement en France n'est qu'une chambre d'enregistrement des rois selon le bon plaisir du roi. Alors qu'en Angleterre, le Parlement, lui, devient un organe de gouvernement essentiel, car le roi ne peut s'en passer, hein, et il ne peut le contourner. Puisque avant 1689, on vous dit, la tenue du Parlement était un événement politique où elle était décidée par le roi. On l'avait vu lorsqu'on en avait étudié hein, les schémas constitutionnels. Alors qu'après 1689, le Parlement devient, on vous dit, une institution permanente. Donc on voit bien qu'il y a là un basculement évidemment majeur entre un pouvoir qui certes devait composer avec le Parlement avant 1689, à travers notamment
On l'a vu avec le pouvoir judiciaire à travers l'habeas corpus, hein, qui limitait l'arbitraire royal dans le domaine de la justice. On avait vu également qu'il y avait déjà un Parlement qui avait des pouvoirs. D'ailleurs, je vous le remets hein, pour que ça puisse vous revenir en mémoire. Hein. Si vous regardez la page 194, hein, on le voit ici, hein, on avait un Parlement quand même bicaméral avec qui votait les lois supplémentaires demandées par le roi. Alors s'il s'ouvre, s'il veut bien, est-ce que non, ça n'a pas fonctionné, autant pour moi. Donc vous voyez, il y avait quand même déjà des pouvoirs limités. Mais avec le Bill of Rights, on a un Parlement qui prend l'essentiel du pouvoir et qui impose à la monarchie des limites. Et on est complètement à l'opposé de la monarchie absolue de type Louis le XIVe, mais également des principautés allemandes, mais également d'autres monarchies en Europe. On a donc bien là un modèle unique et un modèle qui va faire tache d'encre ou tache d'huile, comme vous voulez, ce que nous verrons d'ailleurs dans la partie suivante, le grand B, l'influence de l'Angleterre au XVIIIe siècle, sur les philosophes des Lumières, mais également sur les colonies britanniques, notamment celles d'Amérique du Nord, ce qui nous emmènera un peu plus tard encore, évidemment, vers l'événement de la Révolution américaine. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce texte essentiel qu'est le Bill of Rights et son importance pour la monarchie britannique et à plus long terme son importance pour l'avenir politique de l'Europe. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me solliciter. Et puis la petite trace écrite, hein, il y aura quelques lignes que je vous donnerai un peu plus tard dans la journée en enregistrement audio directement sur le Padlet. Voilà. Pour ce qui est de la session donc de jeudi, nous verrons justement cette Angleterre influente au XVIIIe siècle à travers également des extraits du livre. Donc évidemment, gardez votre livre près de vous. Voilà. Donc la vidéo va être posée sur YouTube, hein, vous l'avez évidemment. Je vous envoie un lien, pardon, par boîte mail pour ceux qui ne peuvent peut-être accéder directement à mon Padlet. Voilà. Bonne journée à vous et à très bientôt.